C'est parti. All right, perfect. Well, thank you everyone for joining this session. This is a lessons learned workshop for the Nutrition Humanitarian Needs Analysis Guidance. As many of you know, this step-by-step guidance was aimed to build consensus and to render the analysis process of using existing information, whether it comes from surveys or routine program information, to estimate the amount of nutritional needs and the situational analysis for your given country. So just in terms of bandwidth, what I will be doing is just stopping my video and then we'll be continuing with the presentations without any video since there's quite a bit of pieces going forward. Here we go, and then next slide. So in terms of this workshop objectives, we have a number of key points we would like to discuss. Oops, sorry. First off, the uptake. So we have a series of polls that is going to provide some indication on the uptake of the guidance, its addendum, and the spreadsheet tool, while showcasing two country level approaches. So we have colleagues from Mali and Central African Republic here with us today, who will give us a snapshot of their approach to using this guidance and some of the decisions that were made at country level. I also want to take a moment to thank Geraldine from the Global Nutrition Cluster Technical Alliance, who's supporting this webinar. As you could see, it's going to be bilingual. So we also have two fantastic interpreters, Christiane and Joanne, with us, and also our donors who made this guidance possible. We're going to start off with a series of polls. So we have them all in English. So we're going to just leave a bit of time for our interpreters to translate them. And then I will not be projecting the results just to save time as well. And then we're going to jump into these two country level approaches. We have here today Perrine Locke from the Nutrition Cluster Coordinator, as well as inputs from her colleague Emmanuel Roumou. And from Central African Republic, we have Yves Nzenugo. I don't know if I did your last name justice. Sorry, Yves, as well as Jules Firmin Douam. So we have those colleagues here today who will provide us their takes, and we'll also have some time for questions and answers before we head into two breakout rooms where we're going to have very much an open discussion on some areas for improvement and limitations on this guidance and spreadsheet tool. So hopefully I'm not going too quickly, but it is quite a packed agenda. And I'm going to now launch a series of polls to get us into the rhythm. So here we go. Apologies, I'm trying to manipulate everything and launch polling. So our first question, did you find the Nutrition Humanitarian Needs Analysis Guidance useful for your recent humanitarian needs overview? All right, so that's set for number one. And then we'll have now polling two, launch polling. This question is now relating to the accompanying spreadsheet tool, the Excel tool that was with the guidance. Okay, great. Thank you all. And now we're going to go for number three. Thank you all. Couple more, so bear with me. So the GIAF stands for Joint Intersectoral Analysis Framework. So for colleagues at country level who was in touch with OCHA regarding a multi-sectoral analysis, or intersectoral analysis rather, there was a specific addendum that was released at the end of September this year. Great. And now this is one a bit different. We would like to further improve aspects of gender-based violence and the barriers encountered by women and girls. So here you can choose multiple answers in terms of what would be best to include in the guidance.
Okay, great. So that's the first set of polls. We have 2 more. And before I launch those, it's just regarding the scenario-based approach. So perhaps a number of you are familiar with this diagram. What the guidance is proposing is 3 scenarios. So whether global acute malnutrition for children under 5 is above or equal 5%. So there's 2 different scenarios there, whether an IPC acute malnutrition analysis can be done, or in scenario 2 where it cannot be done. And then global acute malnutrition for children under 5 is less than 5%. So these are the last 2 polls of the day. And I'm going to launch those now, 6. So here it's just to gauge which scenario pertained to your context. Alessandro, if you supported a given context, whether it's scenario 1, 2, or 3, that certainly applies. Thank you. All right, and the last poll. Wonderful, thank you everyone. And the last poll of the entire session today. And here, if you have any suggestions, please take note of them, as we're going to have a session on areas for improvement and limitations. So this can certainly be added, but also in the chat box, feel free to just write to the panelists any of the other suggestions that come to mind during today's workshop, or of course bilaterally by email. Wonderful. Well, thank you everyone. I know that was quite tedious to have so many polls back to back, but your inputs are very useful in terms of improving this guidance further. So now what we're going to do is switch it over to French. So please take note of the globes below. We're going to have Perrine from Mali present in French, so make sure the globe will be selected. And now over to you, Perrine, for your presentation. Thank you. Merci beaucoup Victoria et bonjour à tous. Donc on nous a demandé de présenter la façon dont on avait pu réaliser cette analyse de la situation nutritionnelle au niveau du Mali et les adaptations qui ont été faites ici par rapport aux outils qui nous ont été proposés. Donc dans le cas du Mali, c'est effectivement le scénario 2 qui a été utilisé. Étant donné que nous sommes dans un pays où on a une malnutrition aiguë globale qui est depuis quelques années aux alentours de 10%, avec une malnutrition aiguë sévère aux alentours de 2%, malgré de fortes disparités géographiques aussi, mais de toute façon, l'ensemble des régions est au-dessus de 5%. Et il n'y a pas eu d'IPC qui a été fait récemment et il n'y en avait pas qui était prévu dans les temps nécessaires pour pouvoir avoir la planification humanitaire dans les temps. Voilà, slide suivante. Donc en termes de processus, en fait, on va essayer de vous présenter un peu les différentes étapes qu'on a utilisées, les adaptations qu'on a pu faire sur ces outils aux différentes étapes. Donc la première session, ça a vraiment été une présentation de l'outil. Victoria était présente, donc on a eu un appui du Global Nutrition Cluster pour présenter au niveau du pays. Suite à ça, on a convenu avec les membres du groupe stratégique de conseil de réaliser au niveau du Mali un choix des indicateurs qui nous paraissaient les plus pertinents pour réaliser ces analyses et les analyses de sévérité. Les critères utilisés, c'était le maintien d'un nombre d'indicateurs relativement limité pour que l'analyse soit possible et qu'on les utilise bien. Des fois, quand on a trop d'indicateurs, on se rend compte qu'en fait, ils sont un peu noyés les uns dans les autres. Des indicateurs qui soient représentatifs de la situation et des enjeux du programme au Mali. Donc, pour ça, on a notamment intégré et rajouté un certain nombre d'indicateurs liés à la situation de protection, avec le nombre de personnes déplacées, le nombre d'incidents de sécurité, par exemple, parce que ce sont des éléments très importants pour connaître la situation ici, des indicateurs qui soient effectivement disponibles et donc s'appuyer sur les données qui étaient existantes au niveau du pays. Tous les indicateurs proposés ne l'étaient pas.
On a essayé de faire en sorte de pouvoir collecter ces données auprès des autres clusters, des autres secteurs, de voir ce que eux ils utilisaient comme données, ce qui nous permet aussi de faciliter le dialogue au niveau intersectoriel, et des indicateurs qui soient discriminants, c'est-à-dire qui permettent d'avoir des résultats qui permettent une classification. Par exemple, on avait au départ pris la prévalence de l'anémie comme un de nos indicateurs clés, mais en fait, les résultats étaient les mêmes pour toutes les régions avec une prévalence très importante. Et donc, ça ne permettait pas de classer ces différentes régions. Slide suivante. Donc, à partir de ces différents indicateurs, on a réalisé une deuxième session de travail pour l'analyse de sévérité. Donc, on a fait cette séance de travail à partir du groupe stratégique de conseil qui a été élargi à l'ensemble des secteurs contributifs et aux points focaux des régions. Donc, c'est une séance qui a été très participative. On a eu des discussions par région et cercle sur les différents indicateurs qui ont été utilisés, en ajoutant aussi les éléments qualitatifs existants pour ces régions. Et ça a permis d'avoir des décisions par consensus pour classifier la sévérité de chacun des cercles. C'est-à-dire que certains, sur la base uniquement de la MAG, donc, qui était la classification de base, étaient plutôt classifiés en phase 2, avec des taux qui étaient à 8-9%. Après analyse et en prenant en compte l'ensemble de ces facteurs, on a reclassé certains de ces cercles, comme vous pouvez le voir dans la région de Caille. On a donc rajouté dans le tableau Excel qui existait des colonnes supplémentaires pour pouvoir rajouter ces phases après analyse, ces éléments explicatifs directement dans les tableaux. Ça permettait ensuite de sortir les résultats facilement et de communiquer ces résultats à un groupe plus large de façon assez rapide. L'ensemble de cet outil a été très utile pour nous, mais nous a semblé être, ne pas forcément tout couvrir en termes de décision. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des choix stratégiques qui ont dû être faits au niveau du pays sur la façon dont on allait travailler, dont on allait calculer les PIN, etc. Sur les composantes de ce PIN, sur les personnes dans le besoin humanitaire, sur la population de base qu'on utilisait pour faire ce travail, sur les adaptations. Ça veut dire que le fait de juste remplir l'outil n'est pas suffisant, et les chiffres qu'il nous donne, ça donne des choses, ça n'empêche pas l'analyse derrière, ça n'empêche pas le fait qu'il y ait des décisions à prendre pour développer au niveau du pays et déterminer les chiffres et la façon dont on a travaillé. Voilà, la slide suivante. Donc tout ça nous a permis effectivement de recréer pareil un dernier onglet avec un tableau d'analyse où on a remis les éléments les plus importants du PIN, donc selon les trois grandes catégories, donc bien-être physique et mental, il est caché derrière, mais les conditions de vie et les carences en micronutriments, et de réaliser dans l'autre sens une classification et un phasage des différentes populations, donc avec l'ensemble des personnes au niveau national, les gens qui étaient en phase 2, les gens qui étaient en phase 3, les gens qui étaient en phase 4, et sur la base des choix du cluster qui était de cibler, de considérer que les gens dans le besoin, donc le PIN, étaient l'ensemble des populations qui étaient en phase 4, en phase 3 et en phase 4, sauf pour la masse où c'est l'ensemble du pays, de pouvoir calculer assez facilement le nombre de personnes concernées par cette situation, et de déterminer ensuite à partir de ça les cibles du cluster. Voilà. Pour le slide suivante. Donc, en termes de points positifs de l'outil, on a trouvé que ça permettait vraiment d'avoir quelque chose qui soit participatif et qui soit très intersectoriel. Ça nous a permis d'avoir
de quoi s'appuyer pour avoir une communication à l'intérieur du pays sur la façon dont, sur les indicateurs qu'on utilisait, sur l'influence de l'ensemble des facteurs contributifs et à une communication de façon assez permanente avec le GNC qui nous a bien accompagnés dans l'ensemble des étapes. Ça permet aussi, cet outil, de renforcer les liens avec le GF parce qu'on a vraiment cette vision assez intersectorielle, sachant qu'ici au Mali, en fait, le GF a pas forcément très bien fonctionné au niveau de la coordination ICC, et donc la nutrition est aussi vue et perçue comme un point d'entrée pour ces analyses multisectorielles. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en avant aussi dans les futures réunions. Les différents éléments du PIN, en ayant vraiment cette séparation bien-être physique et mental, conditions humanitaires, même si on n'a pas vraiment tout utilisé, nous on n'a pas forcément pris le plus grand PIN comme étant le représentant comme étant le PIN du cluster, parce qu'on a voulu plutôt rester dans la logique de ce qui avait été fait les années précédentes. Ça nous a quand même permis d'avoir directement les cibles pour les indicateurs concernés, de penser à bien utiliser ces indicateurs et pouvoir aussi mettre en avant ces différents éléments. On a aimé la possibilité de modifier et d'adapter l'outil avec donc le fait que ce soit un guidelines mais qui reste flexible, et les possibilités de modifier des données et de faire des mises à jour assez facilement si jamais il y a des données qui changeaient au milieu. Ça recalcule tout de façon automatique. Sur les quelques points d'amélioration, il y a certains calculs automatiques qui ne fonctionnent pas si on n'a pas sélectionné certains des facteurs. Et donc qui donnait des chiffres un peu étonnants. Donc on n'a pas pu ça, peut-être que ça pourrait être un petit peu plus mis en valeur, en couleur, pour qu'on comprenne un peu les calculs. On pense aussi que ça serait bien si on pouvait faire les calculs de façon automatique en fonction des phases de sévérité qui sont faits. Nous, on l'a fait de façon un peu manuelle et c'est faisable, mais je pense qu'on pourrait un peu simplifier les choses et ça permettrait de faire aussi ces calculs. Et ensuite, c'est un outil qui a énormément d'éléments et de liens entre les différents onglets, etc. Au bout d'un moment, ça devenait un peu lourd pour envoyer même aux membres de l'équipe restreinte par email. Peut-être avoir aussi une possibilité d'avoir une version un peu plus light, où il y ait un peu moins d'onglets, où certains onglets puissent être de façon un peu plus indépendante, qu'on puisse après envoyer à l'ensemble des membres du cluster. Bon, c'est vraiment des petites choses un peu techniques. Les autres défis liés au contexte au niveau du Mali, c'était notamment lié au timing du processus HNO, avec cette année des enquêtes nutritionnelles qui étaient relativement en retard. Donc on a été un petit peu, on a fait ça de façon un peu ad hoc, et donc on a dû aussi prendre beaucoup de décisions avec les équipes du GSC avant même d'avoir les chiffres, donc choisir la façon dont on allait faire, mais mettre les chiffres plus tard. On les a d'ailleurs pas tout à fait. Donc voilà, mais cet outil permet de faire ça aussi, c'est-à-dire de prédéfinir certaines choses, de les coder, et ensuite de pouvoir avoir les chiffres qui sortent assez rapidement, même quand c'est fait de façon un petit peu tardive. Voilà, c'est fini pour le Mali. Je ne sais pas si Emmanuel a des choses à rajouter pour le cluster. Non, merci pour la présentation. Excellent. Merci beaucoup, Perrine et Manuel. Est-ce qu'il y a des questions du groupe? Je vois que Kevin, est-ce que c'est une question pour le Mali ou pour moi? Je suis pas sûre. Tu peux bien. Pour le Mali. Donc, la question de Kevin, c'est: les pins et les cibles sont calculés de façon globale. Je ne vois pas un pin ou une cible par région ou par zone de santé et par indicateur. Est-ce que c'est une limite de l'outil?
Non, en fait, pour l'ensemble de ces indicateurs et des composantes du PIN, on a dans l'outil les chiffres par cercle. Nous, on l'a fait au niveau du cercle. Donc, c'est possible à faire aussi. Là, c'était vraiment le tableau de synthèse qu'on a fait pour avoir les chiffres à donner de façon globale. Mais on a aussi l'ensemble de façon désagrégée. Parfait. Une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer en anglais ou en français, bien sûr? Sinon, on peut toujours passer votre courriel, Perrine, si jamais il y a d'autres questions qui viennent par la suite. Oui, pas de souci. Super. Donc peut-être on va passer maintenant à Yves. Donc Yves, je vous laisse la parole. Merci Victoria, bonjour à tous. Je vais poursuivre dans la même logique que Perrine, avec beaucoup de similitudes. Slide. Juste pour parler de la SCA. En ce qui concerne la SCA, il faut noter qu'au début, nous avons au niveau national, lorsque nous avons reçu l'outil, nous avons avec le groupe du comité d'orientation stratégique présenté d'abord très rapidement l'outil au niveau du cluster et décider du choix de l'outil. Et lorsque nous avons décidé de l'utilisation du choix de l'outil comme le Global Cluster l'avait recommandé, nous avons contacté bien sûr le point focal, donc Victoria, qui devrait nous assister tout au long de cet exercice. Il faut dire que au niveau de la SCA, avec la MAG qui était relativement faible, nous avons commencé par le choix du scénario 2. Et après discussion lors des premières réunions en assemblée, avec une participation forte de tous les membres du cluster, bien sûr avec l'appui du Global Cluster, avec l'appui du Global Cluster, nous nous sommes rendus compte que l'analyse de la classification de la sévérité ne reflétait pas la situation nutritionnelle réelle. La plupart, sur la base des indicateurs que nous avons sélectionnés, tels que la MAC, tels que le présentait et le recommandait le scénario 3, nous nous sommes rendus compte que la plupart des zones géographiques qui étaient en phase 1 et 2, la plupart des zones géographiques étaient en phase 1 et 2, et ce qui ne reflétait pas la situation réelle sur la base des évaluations rapides faites et aussi sur la base des résultats de la MSNE qui avait été réalisée d'une façon intersectorielle. Donc, du coup, en assemblée, nous avons, avec bien sûr la guidance du DNC, nous avons décidé d'opter pour le choix du scénario 3. Slide suivant. Je ne l'ai pas encore à mon écran. Un instant, s'il vous plaît. OK. Merci. Le choix du scénario 3, pourquoi? Comme je l'ai dit en amont, parce que les résultats de la première analyse ne reflétaient pas la situation réelle et nous étions tous tombés d'accord qu'il fallait opter pour le scénario 3. Du coup, il a fallu prendre en compte l'inclusion des nouveaux indicateurs pour déterminer la classification géographique par zone. Et sur cette base, nous avons décidé de considérer plusieurs indicateurs tels que vous pouvez voir à gauche. Nous avons considéré l'allaitement, la prévalence de l'allaitement exclusif. Nous avons considéré la diversité alimentaire minimale. Nous avons aussi considéré le retard de croissance, le stunting. Nous avons aussi considéré la MAG, le taux de décès et le taux de décès chez les enfants de 0 à 59 mois et le taux de décès brut. Ça, ce sont des indicateurs que nous avons considérés comme indicateurs d'inclusion à prendre en compte. Très bien. Donc, après validation des indicateurs d'inclusion tels que présentés déjà, nous avons demandé au Global Cluster de réadapter l'outil par rapport au contexte de la SCA. Ce qui avait été fait, donc, comme résultat, vous pouvez le voir à la droite, la plupart des préfectures qui étaient pratiquement, plus de 80% des niveaux administratifs qui étaient pratiquement en phase 2 sont passés en phase 3.
Et après des discussions entre partenaires, nous étions tous convaincus que cette situation reflétait réellement la situation réelle. Malgré qu'il y avait quelques zones, par exemple, comme tel que vous pouvez voir dans la présentation, par exemple, certains niveaux administratifs, comme par exemple présenté là, Bamingui, Bangora et Ndélé, qui sont restés au niveau 2. Et lorsque nous mettions ensemble les facteurs contributifs, on était convaincus que cette zone devrait être en phase 3. Donc ça, ce sont des zones qu'à la fin, nous avons pu ajuster manuellement à travers des analyses, à travers la prise en compte des éléments, des facteurs contributifs. Slide suivant. Je ne l'ai pas encore à l'écran. On patiente quelques secondes, s'il vous plaît. OK. En termes de calcul de ping, il faut noter pas de difficultés majeures rencontrées lors de l'utilisation de l'outil pour le calcul de ping. Le calcul de ping chez nous se faisait de façon globale et puis par niveau administratif. Nous avons pris en compte, bien sûr, le facteur de correction en tenant compte de tous les éléments du contexte COVID qu'on avait et de l'insécurité alimentaire. Nous l'avons ajusté à 3%. Nous avons considéré aussi 15% pour les soins hospitaliers, pour les cas de masse avec complications et 85% pour tout ce qui est en ambulatoire. Il faut noter que les prévalences CMAR et CMAS depuis la dernière enquête CIMAD ont été considérées pour le calcul du PIN, du bien-être physique et mental. Les prévalences pour la supplémentation en vitamine A et des parasitaires depuis la dernière enquête CIMAD ont été considérées pour le calcul du PIN des carences en micronutriments. En ce qui concerne les sources de données pour les facteurs contributifs, nous sommes appuyés bien sûr sur la dernière CIMAD qui a eu lieu bien sûr en fin 2019. Et aussi sur les résultats de la MSNE réalisés de façon intersectorielle, avec l'appui de REACH. Suivant. Prochaine slide, s'il vous plaît. Il y a toujours un petit délai, pardon. OK, merci. En termes de défis, toutes nos réunions, vu le contexte du COVID-19 dont nous avons tous vécu, toutes nos réunions de planification avec les partenaires du cluster étaient organisées en ligne avec bien sûr l'appui de JNC. Ce n'était pas évident, mais ça s'est bien passé. Merci une fois de plus, Victoria. Je profite de cette occasion pour les renouveler. Tout votre soutien et de l'ensemble des collègues du Global Cluster. Les indicateurs de l'outil de planification étaient standardisés. Il a fallu, pour le contexte de la SEA, revoir les indicateurs, réadapter l'outil. Un outil plus flexible, libre d'ajout de nouveaux indicateurs suivant chaque contexte serait peut-être plus approprié. Je crois que mon collègue du Mali l'a mentionné. L'outil ne fournit pas systématiquement le calcul des PIN totaux sectoriels à fournir à OCHA. On en avait discuté lors de la réunion, si vous vous rappelez, Victoria. Les directives de calcul n'étaient pas disponibles au moment de la planification. Il a fallu attendre l'appui du GNC pour le faire, le sortie de l'addendum en fin septembre. Même si c'était un peu tardif, on a eu le temps de rattraper cela. Bien que l'outil est très utile et facile pour la planification des besoins et calcul des PIN, les décisions et discussions au sein du cluster demeurent nécessaires pour ajuster, valider et décider sur certains choix. Mon collègue du Mali est revenu sur ce point. Donc, en dépit que nous ayons cet outil qui nous facilite l'analyse lors de cet exercice de planification, il est toujours important et c'est nécessaire et impératif que d'une façon ouverte et d'une façon que des discussions profondes aient lieu au niveau du cluster, parce que l'outil parfois ne renvoie pas la réalité, ne reflète pas la réalité. On a besoin d'ajuster manuellement notre analyse et prendre des décisions appropriées qui seraient proches à la vérité. On en a vécu cela et je crois que le Mali, dans sa présentation, est revenu sur ce point. Merci. Je crois que c'est la fin.
Excellent. Merci beaucoup, Yves, et aussi aux autres collègues du RCA qui ont contribué à cette présentation. On a le temps pour 1 ou 2 questions maximum. S'il y en a, je ne vois pas encore. Je ne sais pas s'il y a des mains levées. Non plus. On va attendre une petite seconde de plus s'il n'y a pas d'autres questions. Parfait, d'accord. Nous allons ensuite continuer maintenant en anglais, donc vous pouvez bien, on va changer maintenant la langue de l'atelier. Merci encore au présentateur. So now we're going to switch to English and we're going to have a very... Oh, on a une question. Pardon Yves, on va remettre ça en français et je vais retourner. On a une question. Comment avez-vous calculé l'impact de Covid-19? Je pense que c'est une grande question. On a tous envie d'avoir une réponse. C'est une grosse question, bien sûr. Très, très grosse question. Il faut dire en RCA, l'impact Covid-19, Bangui, qui est la capitale en RCA, est la ville, ou bien, disons, la province, entre guillemets, qui a le plus été impactée par le Covid-19. Ce que nous avons fait, je crois, c'était en juin avec l'appui, bien sûr, de WECAO, et au niveau du cluster nutrition, nous avons eu des discussions, ouvertes de façon ouverte, où il était important pour que les partenaires qui interviennent au niveau de Bangui, tels que ACF et autres, qui puissent, à travers des interventions qui étaient en cours, qui étaient mises en œuvre à travers des financements COVID, que sur la base des résultats qu'on avait, qu'on puisse discuter de ces résultats et qu'on puisse d'une façon rapide extrapoler cet impact. Et ceci a été aussi confirmé un peu plus tard à travers la SMART rapide que nous avons organisée au niveau de Bangui pour confirmer cet impact, où la marque était pratiquement passée je crois, de moins de 5 à pratiquement, je crois, 8 à 9% de la prévalence. Donc, ceci venait confirmer les discussions ouvertes que nous avons eues au niveau de Bangui. À cela, nous avons aussi ajouté l'analyse de l'insécurité alimentaire. Nous avons pris en compte l'IPC, sécurité alimentaire, qui avait eu lieu, qui montrait déjà une détérioration de l'insécurité alimentaire au niveau pays et plus précisément au niveau de Bangui, qui prenait aussi en compte l'augmentation du coût de vie, du pouvoir d'achat des ménages, aussi l'augmentation aussi drastique des prix sur le marché. Donc, nous avons travaillé d'une façon multisectorielle avec la sécurité alimentaire et aussi les partenaires de WASH, les indicateurs WASH qui s'étaient considérablement dégradés entre mars et juin. Nous avons mis ensemble toutes ces indications. Nous avons ouvert des discussions au niveau du cluster pour enfin arriver à cette conclusion. Merci. Merci beaucoup, Yves. J'ai pu remarquer qu'il y avait un petit souci de traduction, peut-être par rapport à la chaîne en anglais. Donc, juste de bien vérifier les collègues pour le globe par rapport à la traduction simultanée. Petit résumé, Yves, est-ce que tu as en forme Twitter un petit résumé de ce que tu viens de nous dire en anglais, si ça ne te dérange pas? OK. What I was trying to say that in terms of to evaluate the impact of COVID-19, impact of COVID. So what we do in June is that, during the cluster meeting, we had an open meeting. We invite all other sectors to participate: WASH, food sec, and health. Based on the existing data, we had an open meeting to evaluate the impact of the COVID on nutrition. In addition, what we do, we roll out a nutrition smart rapid in Bangui,
where the result was really in one commune in Bangui, where the result was very alarming. We also use a NSAN monitoring done by FoodSec to see the trends of price in the market, the market price. We noticed that there was a high price in the market since the price was high since the beginning of the COVID. Parfait. Merci beaucoup, Yves. Thank you very much. Apologies for the little mishap in terms of calculation of translations. We do have confirmations the globes work, so please make sure to switch those on now into French. I'm going to pass along, I know there's one or two more questions, but just given time, apologies, but I would like to do this exercise with everyone. So right now, what we're going to do is we're going to have 2 breakout rooms, and an interpreter for English and French will be joining each of the rooms. So I'll lead group 1, and Géraldine will be leading group 2, and we'll be rapporteur. So what we're going to work is on a Jamboard. So we'll be displaying it once we move into the rooms. And we're going to, it's like a virtual flip chart. And what we're going to ask the group is discuss now, based on the past 2 presentations, the polls, and your experiences at country level, what are some other improvements or limitations that can be noted and collected. And then we're going to do a quick debrief session between each other's work for about a few minutes before we close. So with that, Géraldine, if you can send us all to the appropriate groups, and then we'll reconvene here a couple minutes before the end of the hour. Très bien, so tenez-vous prêts, je vous envoie dans vos salles de réunion. Get ready, I'm sending you to your breakout rooms. Time to join us today. If there's other discussions or questions that you'd like to discuss with me, feel free to reach out. I will be consulting this in the next coming weeks. And also sharing the contributions, a quick summary report of the workshop next week. So I believe we have captured everyone here. Géraldine, has everyone returned, or did we lose them somewhere? Non, ils sont en cours de retour. Je crois que j'en ai 9 qui sont encore dans le pipeline, mais ils arrivent petit à petit. Oh, thank you again for everyone for your participation. And we'll certainly be in touch. And thank you to all presenters, the interpreters, and all the contributions.